Aujourd'hui, nous recevons un grand bâtisseur curieux, innovateur, un visionnaire qui a du flair. Marc Beaulieu, bonjour. Bonjour, Diane. Marc, vous êtes directeur général de l'atelier Gérard Beaulieu, de 50 ans depuis près d'une vingtaine d'années. Oui. Vous succédez à votre père Gérard, qui était forgeron. Votre grand-père Moïse, c'est lui qui a ouvert l'atelier en 1912. La forge s'est donc transformée en atelier de soudure. Vous êtes, en fait, le directeur d'une entreprise centenaire. Il n'y en a pas beaucoup au Nouveau-Brunswick. Très peu. AGB, on reconnaît votre compagnie avec ces trois lettres-là, et vous fabriquez et développez des produits de métal, entre autres, d'une façon générale. Les poubelles Ferro, c'est vous. Oui, c'est un de nos produits. Ah. C'est assez particulier parce que quand on commence à parler de poubelles, les gens ont toujours la même réaction. Des poubelles. Puis là, c'est assez particulier quand les gens commencent à travailler chez nous ou participent justement à la création des produits qu'on fait, des poubelles, des roll-offs, tout ça. Mais là, on me dit souvent, « Hey, j'ai passé à tel endroit, j'ai vu de nos poubelles. J'ai vu de nos poubelles. J'ai vu de nos produits. » À Moncton, à Saint-Jean, à Fredericton, un peu partout. Ça fait que c'est la différence que ça fait. Une fois qu'il y a une prise de conscience, c'est pas des poubelles qu'on fait, c'est des produits. J'ai 3 marques de commerce qu'on a développées au cours des années. Guardian Tank, pour les réservoirs, Blacksmith pour les poubelles Ferro et ACM, Advanced Concrete Mixers, pour les bétonnières. Ça, c'est votre dernière innovation. C'est notre dernier bébé. Donc, il a fallu, au cours des années, ça fait plus de 100 ans que la compagnie existe, il a fallu s'ajuster au marché pour pouvoir rester debout. Mais si on faisait l'historique de l'atelier Gérard Beaulieu, votre grand-père, qui était un visionnaire là, et un homme courageux, on parle de 1912, de défricher sa terre pour commencer sa propre entreprise. Oui, effectivement, c'est un développeur. Forgeron et charron, parce que mon grand-père avait 2 métiers. Charron qui est fabriqué des roues et forgeron qui est fabriqué l'acier. De cette entreprise-là, il y avait déjà des enfants, il y avait déjà sa famille. De ces enfants-là, le dernier qui est mon père, Gérard, que lui a repris l'entreprise dans les années 50. Des lieux de rencontre? Tu avais le forgeron, puis le curé et le docteur. Ça fait que c'était les personnes influentes d'une place. Mon père a repris l'entreprise dans les années 50. De cette entreprise-là, qui était la forge, l'a transformée après la guerre, avec les nouvelles technologies qui arrivaient sur le marché, la soudure au gaz et tout ce qui est l'électricité qui est apparue dans ces années-là, car la mécanisation de la foresterie arrivait aussi en même temps. C'était beaucoup aussi de la modification, de l'amélioration de technologie. Mon père avait ce côté inventeur aussi, qui vient de la famille, et qu'on a apporté avec nous, les enfants. On a hérité de ce côté-là, inventif. So, comment ça fait longtemps que tu connais Marc et sa famille? Ça doit faire 35 ans, facile, 35-40 ans. Son père nous arrangeait nos bicycles. C'est lui qui nous faisait nos soudures après nos bicycles ici, directement dans l'anti-truck qui est ici. Ça a 12 ans que ça a commencé. Oui. Vous fabriquez une bicyclette. Oui, c'est ça. Ça a été ma première bicyclette. Je l'ai fabriquée avec des pièces que j'achetais en vendant des bouteilles. J'allais acheter des pièces et j'ai monté ma première bicyclette. Je l'ai peinturée et je l'ai vendue. Vous vous êtes dit, hey, Ouais, j'ai de l'argent, ça me fait de l'argent. C'est ça, là, je pouvais recommencer à en faire une plus belle. Même, je fabriquais plein de pièces à l'atelier. Fait que l'atelier de Gérard, votre père, c'était comme votre caverne d'Ali Baba. C'est là que tout se faisait. Là. Complètement. Puis c'était assez particulier parce que mon père aimait pas qu'on aille bisouner, excusez le terme, là, mais travailler dans l'atelier quand il n'était pas là. Mais moi, c'était plus fort que moi. C'était là où j'étais le plus inventif parce que je pouvais toucher à tout. Fait que je littéralement volais les clés de mon père pour aller dans l'atelier quand il n'était pas là. Et c'est là où je créais mes plus belles objets d'art. Qu'est-ce que c'est une famille de bricoleurs, là? Oui, les enfants ont rentré dedans de bonne heure. Marc, puis Michel, puis les autres, ils ont commencé à travailler là-dedans. Puis c'est de là que Marc m'a amené qu'il est rentré dans la shop et qu'il a pris la shop. Fait que c'est littéralement à l'âge de 19 ans que là, vraiment, vous avez commencé à travailler pour l'atelier de votre père. Avec une nouvelle bâtisse qu'on a modifiée et améliorée, avec de nouvel équipement qu'on a mis à rentrer. Et vous faisiez quoi à ce moment-là? Vraiment de la maintenance pour la foresterie. C'était vraiment au niveau de la mécanisation.
Puis encore là, c'était des nouveautés qu'on apportait. On modifiait les machines pour les permettre d'apporter plus d'arbres, des pinces dans le côté de la pelle. Tout ce que le client pouvait avoir une idée, on trouvait une façon de le patenter, de le fabriquer et de l'installer sur son équipement. Fait que déjà là, on était Vous faisiez du reconnus. sur-mesure. Ah, complètement. Complètement. Et c'était même notre marque de commerce parce qu'on pouvait fabriquer qu'est-ce que la personne voulait avoir. Parce qu'on était bon dans l'hydraulique, l'électricité, la mécanique, et tous les concepts du temps. Même à l'arrivée des ordinateurs dans les machines, tout de suite, on s'est transformé pour pouvoir acquérir ces connaissances-là. C'est une entreprise canadienne, mais qui a des succursales internationales. On répond très vite aux clients. On est débrouillard, on a des solutions. Nos dessinateurs, on ne restera jamais un client sans solution. On va trouver un moyen de l'aider. Parce que c'est beaucoup de costumes qu'on fait, c'est beaucoup de discussions avec les clients, beaucoup de concepts. C'est une des choses qui fait notre force. À l'arrivée de la difficulté que la foresterie a connue dans les années 2000, on était face à un dilemme qui était « il faut faire autre chose, il faut aller ailleurs ». On n'a plus de croissance, c'est le contraire, on a de la décroissance. On est parti d'une vingtaine d'employés dans le temps, on a descendu à 15 employés en dedans de quelques années. C'est là que le visionnaire prend tout son sens. Ouais. C'est qu'il faut voir ce qui pourrait arriver. C'est ça, exactement. La grosse crise de la foresterie était en 2008. C'est là où vraiment que le crash s'est produit. Mais là, on parle des années 2000, pratiquement 8 ans auparavant. Il y avait des signes. Il y avait des signes apparents. Fait que déjà là, à ce départ-là, je suis arrivé avec mes frères en lui proposant on doit trouver un produit, on doit trouver quelque chose, on doit s'éloigner un peu de ce marché-là parce qu'on n'a plus de croissance. Et au contraire, on va perdre avec ça. Fait que le premier produit que j'ai identifié, c'est vraiment Guardian ou les tanks, qui est les réservoirs. Puis de ces produits-là, j'ai arrivé avec un projet d'agrandissement, nouvel équipement, nouvelle bâtisse et tout ça. Et là, j'ai un peu épeuré mes frères. D'ailleurs, le plus vieux, Robert, qui était le directeur du temps de l'entreprise, a décidé de se retirer. Puis tout ça a pris quelques années à mettre en place, organiser la nouvelle agrandissement, la nouvelle bâtisse et les équipements. Et surtout, principalement, développer le produit. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, AGB, Atelier Gérard Beaulieu, est une entreprise internationale. On vend à l'international. On distribue des produits. On a 7 produits qu'on a sous 3 bannières, 3 marques de commerce qu'on distribue à la grandeur du Canada et à l'international. Mais en 2000, au moment où j'ai arrivé avec le projet, on n'a aucune expérience de distribution. On n'a aucune expérience de vente parce que c'est un commerce centenaire que les gens ont toujours venu chez nous. C'est du bouche à oreille. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, c'est plus assez. On ne peut pas arriver avec un nouveau produit. Et comment qu'on fait la vente? Comment qu'on fait la distribution? Tout ça. Fait qu'on n'a pas ces connaissances-là. Avec son expérience, tout ça, lui avait toujours l'idée d'avoir une équipe de vente. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais le seul vendeur. Donc, il a fallu développer des secteurs, travailler, avoir une équipe de vente qui fait en sorte de couvrir un grand territoire. Parce que ça, c'était Marc qui faisait tout ça au début. Puis là, c'était lui le développement de produits, puis c'était lui la source, puis c'était lui qui était l'espion. Présentement, avec les années qui passent, il voit que de la façon qu'on grossit, il faut changer nos méthodes de faire. Il faut évoluer, puis il faut se raffiner un peu plus. Donc, en créant des départements spécifiques, ça change beaucoup. Puis c'est ce qu'il a fait aussi avec les ventes, quand il est venu me chercher, moi, en comptabilité, pour vraiment faire sa bulle de vente, comme qu'il l'appelle. C'était vraiment une vision qu'il avait de faire vraiment un département de vente. Je trouve qu'on a fait mieux que d'autres compagnies où est-ce qu'ils ont fait faillite ou presque fait faillite. Tout était à repenser. Complètement. C'est une nouvelle entreprise. Puis là, vous êtes directeur général. Oui. Pendant quelques années, vous cherchez. Comment vous réorienter? Bien, le premier produit, comme que je t'explique, a été les réservoirs. Parce que c'est une opportunité que Transport Canada ont lancé une nouvelle norme. On s'est certifié à ça. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé? En 2004, il y a eu une extension de l'application de cette norme. C'est qu'au lieu d'être prêt, nous, on était prêts à fabriquer en 2004.
c'est qu'il devait tout changer, les réservoirs de quoi? Des camionnettes, qu'est-ce qu'il y a en arrière des camions, pour ravitailler les équipements sur les chantiers de travail, en construction ou en foresterie ou même dans les mines. Fait qu'en 2004, il devait changer tous les réservoirs. Tout ça devait changer. C'était là l'opportunité. C'était là le produit qui était vraiment une belle opportunité pour nous de rentrer dans ce marché-là. Mais tout d'un coup, Transport Canada met une période tampon et dit, bon, ben on va laisser les compagnies, on va laisser les gens jusqu'en 2010 avant d'enforcer cette loi. Fait que tout d'un coup, j'ai une belle entreprise, j'ai une belle bâtisse, j'ai de bel équipement, un beau produit, mais il n'y a pas de vente, il n'y a pas de marché parce que... Ils n'ont plus besoin de les changer. Pas obligé tout de suite. Pas avant 2010. Fait que là, vous allez voir votre fille, parce qu'il y a un moment, vraiment, là, parce que vous m'avez dit que c'est dans les creux de vague que l'innovation arrive. Souvent, parce que là, on m'a dit, comme on peut dire, quand on est dans la on pèle plus fort pour s'en sortir. Puis on était vraiment dans un creux de vague à ce moment-là. Fait que j'ai pris 2 semaines de vacances un peu pour me reposer. Puis en même temps, ma fille habitait le nord de l'Ontario. J'ai été la visiter, la voir par là. Mais en revenant, j'ai arrêté à la ville de Trois-Rivières. Mais lors de notre visite, qui était à peu près sur l'heure du midi, une pluie incroyable. Puis là, on est rentré dans un petit resto, d'une petite terrasse. Puis il y avait une personne qui était voisine de nous. Oui, je me présente. Bonjour, comment ça va? Une gentille dame. Tout ça pour que son métier à elle était vendeuse de poubelles, OK? Vendeuse de services de poubelles. Que ça m'a intéressé beaucoup parce que je cherchais déjà un nouveau produit pour pouvoir lancer mon entreprise parce que là, avec la difficulté qu'on avait. Fait que j'ai eu ce déferlement d'informations pendant 1 heure de temps du dîner qu'elle m'a donné plein d'informations pour ces poubelles-là, ces fameuses poubelles qu'on voit aujourd'hui chez Ferro. Mais c'est là que ça a commencé, cette histoire-là. Un lundi à Trois-Rivières. Et voilà, un lundi à Trois-Rivières, sans aucune planification. Je rencontre cette personne-là qui est énormément... elle me donne. C'est généreux de sa part, parce qu'elle a changé votre vie. Oui, vraiment, littéralement. Et oui. après cette rencontre avec cette dame... C'est ça, là, je reviens chez moi dans la semaine. Et mon directeur de vente du temps, qui travaillait pour moi, était, lui, en train de s'arracher les cheveux à pouvoir développer du marché avec les réservoirs. Ça fait que j'ai dit, écoute, je viens de rencontrer quelqu'un, j'y parle de mon projet, les poubelles, tout ça. Puis là, il me regarde et dit, « Ah, tu parles d'une affaire, toi. » Il dit, « J'ai des contacts à Moncton, le propriétaire du plus gros ramasseur de poubelles de la région, qui s'appelle Ferro. Je connais très bien le propriétaire, on est même chum. On peut aller le voir, on peut aller le rencontrer. Je vais l'appeler, je vais lui demander s'il peut nous voir, puis si ça l'intéresserait, on pourrait commencer à développer quelque chose. » Fait que c'est ça qui s'est passé. Le vendredi après-midi, on a monté rencontrer M. Al, le propriétaire de Ferro. Et lui aussi a été d'une générosité incroyable. Il nous a décrit les problématiques de son industrie, les problématiques de son produit qu'il achetait, de long en large. Et plein de croquis, plein d'idées, plein de choses. Mon produit était développé sur la table en dedans de quelques minutes avec cette personne-là qui il nous donnait. Fait qu'en plus de vous dire ce dont il avait besoin, il vous disait ce qu'il fallait corriger. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Je dis souvent à mes gens autour de moi, il faut questionner les gens, il faut leur demander « Where's the pain? » Où ça fait mal? C'est où ça fait mal dans ton produit? Qu'est-ce qui se produit avec ça? Fait que cette personne-là nous a confié exactement dans son industrie où était le problème. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec ces produits qu'il achetait du Québec et un peu partout. Et là, pendant la fin de semaine, qu'est-ce que vous demandez? Bien, en même temps qu'on est en train de discuter, il nous parle de prix, il nous parle de tout ça. Il nous dit, il y a même quelqu'un dans la province qui a besoin. Au moment qu'on se parle, il y a quelqu'un de ta région qui a besoin, qui est un homme d'affaires d'Edmundston, qui est en train de s'installer pour faire la cueillette de poubelles. Et il a besoin de cannes, il a besoin de poubelles. Fait que, puis je le connais. Fait que je l'appelle, on est à Moncton, je l'appelle de Moncton, je lui raconte que tu as besoin des poubelles et je suis fabricant de poubelles. J'en ai pas une de fait, mais je suis fabricant de poubelles.
Et C'est là que ça prend du cran. C'est là où tout se passe. Et je lui demande, j'ai dit, est-ce que c'est possible de te rencontrer le lundi matin? Il dit, oui, pas de problème, mais je dois prendre ma décision, d'ailleurs, sous peu. Fait que, de Moncton, on est revenu chez nous. Je suis sur le téléphone avec mon ingénieur. Je lui explique les grandes lignes de qu'est-ce que M. Hall nous a partagé, qu'est-ce qu'il veut voir dans ses produits, et je fais faire des esquisses de dessin. Quand j'arrive chez nous, le samedi, on passe là-dessus. On fait même des pamphlets publicitaires avec le nom du client qu'on va voir dessus, avec ses couleurs, tout ça. On prépare tout ça avec Alando, les nouveaux specs du produit qu'on veut lui vendre. Et on s'en va chez lui le lundi matin avec ça en dessous du bras. On cogne à sa porte, on lui donne les specs, tout ça, comment ça va. Puis on lui vend des poubelles. On lui a vendu des poubelles le lundi matin comme ça. En dedans d'une semaine, j'ai un nouveau produit et mon entreprise est repartie à vendre des poubelles. Est-ce qu'on appelle ça avoir du cran? Avoir de l'audace. De l'audace. Avoir de l'audace. C'est là que la différence se passe. C'est au moment où c'est qu'on manque d'audace qu'on va abandonner. C'est au moment où on ne crée plus dans son produit, où on ne crée plus dans ses capacités qu'on va abandonner, ou jamais abandonner. Vous trouvez qu'on abandonne trop vite, d'une façon générale? Souvent. Souvent, les gens abandonnent trop rapidement. Parce que j'aurais pu dire, OK, je vais appeler cette personne-là, mais si je ne l'aurais pas fait au moment où on m'a donné l'information, le projet n'aurait jamais pris forme. Le pourcentage de mon staff qui a moins de 30 ans, pour moi, il y a 75 de mon staff qui a moins de 30 ans. Ils arrivent avec un esprit ouvert, ils ne connaissent pas grand-chose, mais ils ne sont pas bloqués par rien. Ça fait qu'ils sont beaux à former, sont intéressants à travailler avec, ils sont dynamiques. Parce que c'est vraiment une compagnie intergénérationnelle. Oh, et ça, oui. c'est un beau jeune. Oh, oui. Oh, oui. Johnny, c'est un créatif, c'est un gitan. Moi, j'ai étudié à Ottawa. Je viens de Saint-Quentin, j'ai étudié à Ottawa. Puis en adonnant, j'ai passé ici. Il y avait un magasin avant. J'ai rentré, j'ai dit au bas, je viens de graduer. Moi, je suis un technologue. C'était une job pour moi. Ils me connaissaient un peu. Puis ça a commencé comme ça. Mais, qu'est-ce qui est intéressant de son esprit libre, c'est qu'il est créateur, lui. Puis ça, il bâtit toutes sortes de choses intéressantes. Là. Puis Marc, il n'a pas arrêté de travailler tout du temps que tu parlais, là. Il n'a pas arrêté de minute. Ah, Là. je suis payé. Mais non, mais de ramener une expertise comme celle, Oui. ramener Johnny à 50 ans, Oui. c'est un gros plus Ah, complètement. pour AGB, mais pour 50 ans aussi, pour la communauté. Oui, oui, c'est de ramener nos jeunes, de ramener les gens, ramener nos cerveaux, parce que Dieu sait qu'on a tellement perdu de cerveau dans nos régions, c'est incroyable. Des gens extraordinaires qui travaillent pour... C'est des chefs d'entreprise aujourd'hui, des directeurs d'entreprise, ils sont dynamiques, mais ils sont à l'extérieur et font des carrières à l'extérieur. Mais le dénominateur commun, c'est de saisir l'opportunité. De prendre le temps d'écouter le besoin de notre client et de toujours lui dire oui, Ça, c'est votre marque de commerce. carrément, carrément. C'est qui on est. C'est une personne qui est capable de faire une décision tout de suite. Il t'écoute, il va comprendre. S'il ne comprend pas, il demande des questions. Puis une fois qu'il comprend, il est capable de te donner sa décision tout de suite. Ouais, think outside the box. Il nous dit ça souvent. Fait qu'il nous force beaucoup à réfléchir. Ils nous laissent aller avec nos idées, mais ils vérifient tout le temps un peu ce qu'on fait, faire sûr que les produits sont beaux, sont bons. Comment ça se passe avec un client? Vous répondez à ses demandes de quelle façon? Mais premièrement, on essaie d'avoir l'information aussi claire que possible du client, d'essayer de comprendre, de questionner un petit peu plus loin sa réflexion. C'est où ça va, qu'est-ce qu'il fait avec ça. Puis par la suite, on produit un dessin. On produit vraiment une esquisse de son idée, de son produit. On lui fait accepter tout ça. Puis c'est là où on voit il y a un échange qui se passe entre le dessinateur, le vendeur. C'est une chimie là, qui se développe à travers de tout ça. Une fois que l'entente est prise, le client accepte le dessin, il voit vraiment son produit fini, parce que ça, c'est merveilleux. D'une idée à venir d'un dessin de conception, c'est super. Les clients, je me dis souvent, ils capotent là-dessus. Là. Mais à partir de là, mes dessinateurs vont faire tous les dessins de conception, tous les dessins de fabrication. Et là, on s'en va dans l'atelier de fabrication, parce que tous nos produits sont faits à partir de la plaque. On commence, on découpe de la plaque, on la plie, on la roule, on lui donne les formes. Par la suite, ça s'en va à l'atelier de soudure.
tout monter ça, souder ça, faire les tests nécessaires. Ça dépend du produit, mais il y a des tests de pression qui sont pris souvent à travers les produits. Il y a une finition pour justement donner un look, pour nous démarquer, que le client ait son produit longtemps et que le produit reste beau longtemps. Et le produit est packagé par la suite et shippé au client. Il y a Julie, Oui. qui est une complice, Oui, qui est en vente, qui est ma compagne de vie. qui est votre compagne de vie. Oui. Travailler avec sa compagne de vie. Ah, c'est pas toujours facile, mais c'est agréable. Dans le sens que je pense qu'on a établi rapidement les limites de chacun, qu'est-ce qui était nos rôles. Au travail, elle a son rôle à jouer comme vendeuse. Elle a son territoire, elle a ses clients à représenter. À la maison, c'est autre chose. J'apporte jamais l'entreprise à la maison. Si on a besoin, on va retourner à l'entreprise pour discuter d'un problème ou de quelque chose, mais jamais sous mon toit. Je discute de... Vraiment, là? Vraiment. Ça n'a pas toujours été facile au début, parce qu'elle est dans la vente. Ben oui. Il est souvent comme ça. Il va nous pitcher dans la piscine, puis après à nager. il est bon là-dedans. Je pense que c'est la première qualité d'avoir une équipe qui sont solides et qui se tiennent, c'est d'aimer les gens. Il faut leur faire confiance, il faut leur dire aussi qu'on les fait. Puis ça, c'est plus difficile, c'est pas évident. Puis je vous dirais que c'est des valeurs que... C'est des gens qui m'ont inspiré beaucoup. Des gens comme Marc Malandry, justement une personne qui a influencé beaucoup mon développement, qui est encore un de mes copains très proches de moi. Quand vous prenez des décisions importantes, c'est lui que vous allez voir? Je ne vais pas le voir, mais je m'imagine qu'est-ce qu'il me dirait. Tu sais, mon innocent, pourquoi tu fais ça, là, tu sais? Moi, on s'appelle tout innocent, on appelle tout le monde innocent. C'est pas possible de sortir ce patois-là. C'est vrai qu'il dit ça, lui. Oui. Il traite les gens d'innocents, mais c'est parce qu'il les aime. C'est le manque d'affection. C'est le manque d'affection tant qu'à moi. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour de chez Alpha. Énormément. C'est pour ça que je te dis que c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Puis c'est sûr qu'on a fait des erreurs, mais mon père est une personne qui a toujours fait confiance à la jeunesse. Jamais que j'ai ressenti, ou qu'on pouvait ressentir, que mon père avait un doute sur nos compétences. Il nous donnait full confiance, puis on avançait, puis qu'on fait des erreurs, on les corrigeait, puis il nous supportait. Très peu souvent que mon père, puis encore aujourd'hui, c'est pas une personne qui va s'attarder aux erreurs. C'est toujours essayer d'améliorer puis nous faire confiance. On a le cœur gros, on veut bien faire, on veut prouver qu'on fait bien, surtout quand on est le garçon du patron. Donc, on travaillait dur, puis on a réussi. Si on parlait de la dynamique avec votre fils? C'est pas évident pour un enfant venir travailler avec son père. C'est même très difficile. On parle de Serge et Armand, qui m'ont partagé des choses, je pense, mutuellement. Puis j'espère que je les ai aidés là-dedans. Mais cette expérience-là me fait grandir. Marcher dans les souliers de quelqu'un, c'est pratiquement impossible. Tu peux suivre quelqu'un, tu peux essayer d'imiter qu'est-ce qu'il fait, mais tu ne peux pas marcher dans ses souliers parce que tu vas tomber. Puis les bords de AGB, là, vous le léguez à votre fils. C'est ça. C'est son inspiration, où il veut aller avec l'entreprise, qu'est-ce qu'il voit dans l'entreprise. C'est ça qui est important, parce que c'est lui qui va continuer. Marc Beaulieu, je vous souhaite plein d'amour autour de vous. Merci. Je vous souhaite plein d'idées, plein de bisounages dans l'atelier encore, l'atelier AGB. Merci beaucoup, Marc Beaulieu. Merci, Diane.